Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour ceux qui assistent pour la toute première fois à une dégustation virtuelle, je me présente. Je suis Julie Lemire du service des communications à la SAQ et je suis très heureuse d'animer cette dégustation virtuelle. Avec les nouvelles règles émises par la santé publique, malheureusement, nous ne pouvons être dans notre studio SAQ ce soir. Nous avons donc innové, nous nous sommes réinventés pour que vous puissiez vivre de la maison. Donc, dans le fond, ce que ça donne, c'est que tous les membres du comité organisateur ainsi que moi-même, nous sommes tous en direct de nos résidences respectives. C'est d'autant un plaisir et nous sommes extrêmement choyés. Moi, je suis choyée de pouvoir animer en compagnie de Madame Lorenza Sebasti ce soir. Comme vous avez pu le constater, la vidéo d'introduction nous a fait rêver. En quelques secondes, on a pu réaliser toute l'ampleur de Castello Diama qui, disons-le, fait affaire avec nous à la SAQ depuis pratiquement les tout débuts de la création de la Commission des liqueurs. C'est un partenariat dont nous sommes très fiers. Alors, voici maintenant les consignes ou le déroulement de la dégustation pour en assurer le bon fonctionnement. Avant chaque service, je vais mettre le vin qui va être dégusté. De cette façon, vous allez pouvoir vous servir un verre quand je vais avoir nommé le produit. Je vous rappelle que vous pouvez mettre sur pause la dégustation à tout moment, quand bon vous semble, pour y aller à votre rythme et reprendre quand bon vous semblera. De plus, tous les produits que vous allez déguster sont disponibles à l'unité dès maintenant dans SAQ.com. Pour avoir plus d'informations, je vous invite à consulter le carnet virtuel que vous avez reçu par courriel le 7 avril dernier. D'ailleurs, à ce sujet, on vous invite à lire vos commentaires sur le produit et à donner une cote à ce dernier lorsque vous dégustez le produit. Après chacune des descriptions de produits, il va y avoir une période de questions et à ce sujet, on vous invite à soumettre vos questions à tout moment au numéro qui apparaît à l'écran. Nous allons tenter, dans la mesure du possible, de répondre au plus grand nombre d'entre elles. Alors, sans plus tarder, voici notre invitée d'honneur, Madame Lorenza Sebasti. Bienvenue et bonsoir. Bonsoir Julie, bonsoir tout le monde. Je suis ravie d'être avec vous pour cette première introduction de Castello Diama virtuelle à Montréal. Moi, j'étais souvent, mais avec la technologie, ça c'est la première fois et j'espère qu'on va passer un très bel moment ensemble. J'en suis convaincue et comme on va passer les 90 prochaines minutes ensemble, est-ce que vous me permettez que je vous appelle Lorenza? Ah oui, avec plaisir. Grazie Julie. Merci, ça fait vraiment plaisir. Et avant de débuter, j'ai envie de prendre vos nouvelles. Comment vous allez? Comment va la vie en Italie actuellement? La vie, c'est magnifique à Castello Diama. On a dans plein printemps, on a eu un peu de pluie, on a eu un peu de froid, mais quand même la nature se réveille et donc on voit les bourgeons du vignoble et c'est comme on dit, c'est un grand privilège pour nous d'habiter à la campagne, de vivre de notre travail à la campagne. Et en même temps, l'Italie il souffre comme tout le monde pour cette pandémie et on est encore dans une, comment on dit, lockdown pour les restaurants, pour le café, pour l'entier pays. Et l'espoir, c'est en fin d'avril de voir un changement, une ouverture et on est tout envie de commencer un peu une vie sociale qu'on a perdue, que grâce à vous, grâce à la technologie, on cherche de retrouver avec ces moyens, mais honnêtement, pour le corps, vous connaissez bien l'amour et la passion que les Italiennes ils ont pour partager, pour vivre des moments ensemble. Et donc, est un peu triste pour tout le monde cette clôture. Mm-hmm. Oui, on est pareil, nous, ici au Québec, mais sachez que c'est d'autant plus un moment privilégié de pouvoir passer ce moment, cette soirée avec vous et de pouvoir déguster quelques-uns de vos vins en votre compagnie. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Et si vous le voulez bien, je vais inviter dès maintenant les gens à la maison, vous également, Lorenza, si vous voulez bien vous servir un verre du Alpoggio pour agrémenter le plaisir que nous avons à vous écouter. On l'a dit tout à l'heure, le domaine Castello di Ama, c'est près de 400 ans d'histoire. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ah oui, avec plaisir. Ça c'est vraiment un lieu un peu spécial parce que l'histoire de Hama est une histoire très ancienne. Le lieu, il existe depuis le 10e siècle, mais en même temps, l'histoire viticole, c'est aussi important. Comme vous avez dit, il y a 400 ans, le grand-duc Pietro Leopoldo di Toscana il décrivait en 1700 déjà nos vignobles comme les plus beaux de Chianti et le vin de Castello di Am était déjà vendu sur le marché en Angleterre et comme le vin le plus réputé de la Toscane. Et donc, c'était avec cette histoire et avec ces grands privilèges de choisir le travail que de la qualité que ma famille a développé au début des années 70 cet investissement. C'est-à-dire qu'on a repris la conduite de vignoble et aussi on a fait des investissements importants, comme vous avez vu dans les images. On a construit les bâtiments de chai en 79, on l'a complété, mais c'était un bâtiment qui à l'époque était vraiment visionnaire. Et on a aussi eu comment on dit, je peux dire la vision d'appeler une énologue pour conduire le travail de chai au niveau du château bordelais. En effet, nous avons eu une grande maître à Bordeaux qui était Patrick Léon, qui était l'énologue de Mouton-Rothschild à l'époque, mais qui était un grand ami de la propriété, et c'était lui qui a vraiment donné les renseignements à Marco Pallanti, qui est l'énologue. C'était l'homme qui a fait le vin de Castello di Ama depuis le 82. Et c'est grâce à son amour et son vision qu'on a fait toujours le grand travail dans nos vignobles. Et c'est aussi le travail d'introduction de raisins qui n'étaient pas traditionnels. Et finalement, le Chardonnay Alpoggio, c'était une des premiers Chardonnays produits en Toscane. Et je me rappelle, le premier millésime, c'était les 85. Et à l'époque, c'était comment dire, révolution pour la Toscane, l'introduction de Chardonnay, Pinot Noir, Merlot. Et aussi, on avait fait des essais avec du Cabernet Sauvignon. Mais c'était aussi l'expérience de gagner plus de connaissances sur nos vignobles, sur les terrains que nous avons à Castello di Am. Moi, je prends un verre de Poggio et je vais bien le déguster avec vous. Et voilà. Oui, bien, parfait. Merci. Moi aussi, mon vin tourne dans mon verre. Avant de passer justement à la dégustation officielle, on va prendre quelques instants pour écouter une capsule de ma collègue Julie Perrault, qui est experte produit, pour mieux saisir la situation géographique de la Toscane en Italie. Bonne écoute et à tout de suite. Bonsoir à tous. Bien que j'imagine que tout le monde connaît assez bien la situation géographique de l'Italie parmi les autres pays européens, comme vous le voyez, elle forme un peu comme une péninsule qui s'avance dans la Méditerranée. Et je ne sais pas si vous arrivez à remarquer son relief sur la carte, mais l'Italie est un pays particulièrement montagneux. Et si on connaît surtout les Alpes qui en forment la frontière au nord avec la France et la Suisse, bon, je sais que c'est très graphique, mais j'ai quand même pris le temps de distinguer le fameux Mont Blanc qui en est son plus haut sommet. Mais on retrouve aussi la chaîne de montagnes des Apennins qui la traverse du nord au sud. Et là, je vous parle des montagnes parce que vous allez voir, ça va venir jouer un rôle important sur le style des vins. Mais ça, je vais revenir plus tard. Quand on jette un coup d'œil sur l'Italie viticole, on peut remarquer la mosaïque que forment ces 14 régions, en incluant au sud les îles de la Sicile et de la Sardaigne. Mais la région qui nous intéresse le plus, c'est évidemment la Toscane,
que vous voyez juste ici. Et la Toscane, c'est probablement la région où on retrouve le plus de grands vins italiens. C'est aussi le berceau de la Renaissance et pour s'y replonger, on n'a qu'à penser à quelques-uns de ces artistes et architectes de renom. Et là, je pourrais passer des heures, mais on finirait par manquer de vin. Alors, je vais me contenter de citer à tout le moins Michel-Ange, à qui l'on doit le fameux David, et le plafond de la chapelle Sixtine. Et que dire de Léonard de Vinci, pour qui les œuvres ingénieuses et la polyvalence artistique nous ont légué notamment l'énigmatique Mona Lisa ou encore cet incontournable tableau de la dernière scène, probablement un des premiers égaux portraits de l'histoire. On s'en tient à ça pour l'instant. Je redonne la parole à ma consoeur et notre invité d'honneur. Et moi, je vous reviendrai au micro pour la première période de questions. Merci Julie pour cette capsule vraiment fort intéressante. Alors, on va commencer sans plus tarder la dégustation du premier vin, le Alpoggio 2019. Alors, Lorenza, est-ce que vous pouvez dans un premier temps nous parler du domaine et ensuite nous décrire le vin? Ah oui, alors il faut dire que Castello di Ama, je remercie Julie pour la capsule qui a introduit la beauté de l'Italie, de l'art, de la connaissance du Renaissance. Et voilà, la beauté c'est autour de moi parce que Ama c'est un petit village, les maisons sont deux bâtiments du XVIIIe siècle et une qui était construite reconstruit sur le vieux castello, sur le vieux château qui était détruit au début du XIIIe siècle. Et là, nous sommes gâtés parce qu'on a 4 vignobles, 4 merveilleux vallées qui sont autour de notre village. Et les vignobles sont 75 hectares et nous, on a fait un choix depuis le début de produire que de nos vignobles. Et donc, dans cette très beau vallée, il y a les meilleures expositions qui sont toujours été choisies pour le Sangiovese, mais il y avait aussi deux morceaux de vignobles, de parcelles qui étaient un peu plus à nord, exposés à nord, et c'est là qu'on a introduit, on a sous-greffé du chardonnay. Et finalement, la production de chardonnay est très petite par rapport à, comme j'ai dit, 75 hectares de vignobles. La plupart, c'est à raisin rouge, mais on a une toute petite production qu'on est très fiers parce qu'il nous donne la possibilité de montrer aussi la versatilité de notre terroir et de découvrir, d'apprécier la minéralité. Donc, on prend ce verre. Je trouve il y a ce goût d'amande, il y a ce goût un fraîcheur qui me rappelle vraiment les grands terrains du nord, où est-ce qu'on trouve toujours une côté, oui, développé un peu sur les fruits, et soit sur les fleurs blancs, mais aussi sur les fruits un peu plus mûrs. Mais dans la bouche, on trouve cette balance qui est je trouve très remarquable. Et le 2019, c'est un millésime adorable parce que c'est un millésime généreux, un millésime qui nous donne aussi le plaisir de boire ce vin si jeune, mais qui sûrement il aura une possibilité de vieillir pour 5, 6, 10 ans. On a aussi eu expérience de la dégustation de Alpoggio après 10 ans, 12 ans, et avec toujours cette note fruitée et floréale. Et Lorenza, est-ce que vous pouvez nous dire, côté accord vins et mets, Ah oui, ça, dans le fond, l'accord que vous feriez? Moi, je trouve que ça, c'est un vin vraiment très élégant. Je l'imagine avec un risotto aux asperges, avec aussi de plats de fruits de mer. C'est quand même il a une très belle acidité. Il a une belle fraîcheur et une longueur exceptionnelle. Donc, je trouve qu'il profite soit de légumes, soit de poisson, mais avec une crémosité, avec comment dire, une certaine richesse dans le plat. Parfait, merci.
C'est vraiment très, très intéressant et ça serait maintenant le temps pour une période de questions. Oui, rebonsoir et bonsoir, Madame Sébastie. Bonsoir, Julie. Effectivement, on ressent déjà un engouement pour votre domaine. Là, je suis aux questions actuellement et le premier vin semble véritablement plaire à notre auditoire. D'ailleurs, à cet effet, j'aimerais personnellement mentionner à quel point on est devant un chardonnay tout en élégance. Et moi, je trouve qu'il y a presque des airs de Chablis tant la fraîcheur a été préservée. Et on retrouve en effet une belle minéralité, comme vous disiez, et tout ça sans pour autant perdre en texture et en rondeur. Des fois, on a le choix entre soit l'un, soit l'autre. Mais là, par magie, tout est bien équilibré. Alors, je tenais à souligner, ça pour moi, ça va faire fureur avec la saison du homard qui est à nos portes. Mais si vous me le permettez, j'ai une première question. Or, un participant aimerait savoir si la cuvée Alpoggio a toujours été faite de la même façon ou est-ce que c'est un vin qui a évolué à travers les années en fonction des tendances? Et là, je comprends ici qu'on parle en particulier du type d'élevage. Oui, c'est vrai qu'en effet, au début, le premier millésime, c'était les 85. Et nous avons choisi à l'époque de faire des expérimentations, de faire des élevages différents. Donc, on avait fait une partie de chardonnay vinifié en acier et qui était mise en bouteille 100% chardonnay, mais avec le nom chardonnay tout court. Et l'autre Alpoggio, c'était la parcelle la plus, comment on dit, la plus bien exposée. Et là, il avait fait un élevage, une fermentation et élevage en fût. Et ça, c'était une période d'expérimentation qu'on a conduit jusqu'au début des années 80. Je pense que c'était les 96 ou 97 non, 86 ou 87 qu'on a décidé après de faire qu'une seule chardonnay. Donc, il y a quand même un pourcentage d'acier très important, mais il y a une toute petite partie qui est encore élevée en fût. Et ça lui donne un peu de richesse dans la bouche, un peu d'ampleur dans la bouche. Et aussi dans l'investissement, on trouve qu'il est important pour la complexité qu'il développe quand il est dans la bouteille pour plusieurs ans. Génial, merci beaucoup. Tout à l'heure, vous avez dit avoir surgreffé les vignes de Chardonnay, donc ça sous-entend que c'était sur une vigne existante. Est-ce que Oui, c'était bien ce que vous oui, avez à l'époque, vous voyez vraiment le cadre viticole à Castelodiama, comme j'ai dit, aujourd'hui, nous sommes propriétaires de 75 hectares et surtout autour de village et de la propriété. Donc, pendant les années, on a eu d'abord le moment de l'expérimentation, c'était avec la sous-greffage. Par exemple, la vigne la plus connue de notre propriété, la Parita, était sous-greffée sur un vignoble de Canaiolo. Et il y a des autres sous-greffages que nous avons fait, mais aussi il y a des implantations à nouveau que nous avons fait. Et donc, avec de Sangiovese, vous savez, il y a eu un grand développement dans la région de Chianti Classico avec les projets Chianti 2000. Ça, c'était vraiment un projet de consortium de Chianti Classico qui a amené une choix, une recherche de qualité sur les clones de Sangiovese. Et nous étions partis de ce projet et donc tous les vignobles que nous avons plantés à partir de 2000 sont été plantés nouveaux avec de sélection clonale de Sangiovese de grande qualité. Mais pendant les années, les sous-greffages ils sont venus un peu moins, mais à l'époque, les années 80, ça c'était vraiment le moment je me rappelle qu'on avait fait 50 000 sous-greffages en presque 2-3 ans. Donc, ça veut dire on avait changé un peu le plan de viticole de nos vignobles. C'est l'expérimentation des années 80 qui nous a conduit à croire encore plus fortement sur le Sangiovese, parce que le Sangiovese, c'est le variété roi de notre région. Tout à fait. Juste pour le bénéfice de notre auditoire, quand on parle de surgreffage, en fait,
c'est quand on va utiliser un réseau racinaire existant d'une variété X et on va surgreffer donc avec une autre variété de cépage, donc pour changer un peu la vocation du vignoble. Je fais pas d'erreur, Lorenza? Non, c'est parfait, C'est parfait. parfait. D'accord, c'est juste, j'essaie de mettre une image là, plus précise, mais merci beaucoup, c'est super intéressant ce que vous nous racontez. On a une question ici qui a attrait à l'étiquette. On demande quelle est l'inspiration pour l'étiquette de ce vin. Alors, la grande inspiration, c'est toujours les Renaissances. Mais en le cas de cette peinture, on est encore un peu plus avant, comment dire, plus arrière, parce que c'est Simone Martini, le très beau peinture qui a Museo Civico dans le palais de Siena, del Palazzo Comunale. Il y a ces grandes peintures de Simone Martini et il y a Guido Riccio da Fogliano, ce chevalier qui amenait un contrat de paix d'une part à une autre. Et donc, à l'époque, on a choisi un peu un symbole de l'histoire de Sienne pour nous, comment dire, pour nous être protégés un peu de l'histoire, de l'essence de l'histoire de ce lieu. D'accord, génial. Est-ce que vous avez terminé? J'aime bien ce chevalier. Quelquefois, vous savez, moi, je suis très passionnée d'art et alors il y a eu plusieurs occasions qui m'ont demandé: ah, mais tu fais pas des étiquettes d'artistes comme tu as comme si passion pour l'art. Et moi, je dis non, parce que pour moi, le chevalier de Castello di Ama, ça c'est vraiment le seul robe que je peux voir dans sur une bouteille de Ama. Ça c'est notre, comment on dit, self-portrait, c'est l'image de Ama. D'accord, merci. Écoutez, je vais y aller je vais essayer de jumeler deux questions ensemble. Une personne qui s'interroge sur le climat actuellement. Bon, on sait qu'en Europe, bon, particulièrement en France, je ne sais pas à quel point en Italie vous êtes touché par le gel actuellement, mais il y a une question par rapport au changement climatique, à savoir de quelle façon ça vous affecte chez vous et comment se produit en fait le travail à la vigne actuellement, présentement, chez vous. Excusez-moi, Julie, je n'ai pas compris. Tu peux répéter? Oui, oui, je vais essayer de synthétiser, en fait. C'est que la question se veut sur à la fois l'impact des changements climatiques. Ah oui. Comment ça vous affecte? Et actuellement, on sait qu'il y a des périodes de gel un peu, beaucoup en France et peut-être chez vous autour aussi. Donc, on s'intéresse sur comment se passe le travail à la vigne actuellement également. Et honnêtement, j'avais pas dit une chose très importante, l'altitude des vignobles de Castello di Ama. J'ai parlé de la beauté, mais l'altitude c'est très important. Nous sommes à presque 500 mètres d'altitude, donc le changement climat au niveau de chaleur nous a vraiment pas fait vraiment du mal, mais je peux dire qu'on a bénéficié un peu dans ces dernières millésimes d'une très, je peux dire, vendange presque parfait. En même temps, je dois reconnaître qu'il y a des changements au niveau comment dire, de pluie. Il y arrive des pluies très fortes, quelquefois, qui font vraiment peur et qui peuvent faire aussi comment dire, pour donner des problèmes au niveau du terrain. Et la dernière semaine qui a touché vraiment durement le gel dans le nord de la France, il a touché aussi des vignobles en bas, mais grâce à l'altitude, comme j'avais dit, on n'a pas eu cette problème. Et l'altitude, on amène toujours une situation, comme on dit, on gagne parce qu'on n'arrive jamais à de baisse de température comme si frappant comme ils ont été dans les dernières semaines.
D'accord, donc vive l'altitude, ça vous est salvateur et c'est tant mieux. Je dois conclure la période de questions, mais je vous propose à tous, en guise de transition, de visionner une autre capsule d'information. Je vous parle maintenant de la façon dont s'organise la hiérarchie des appellations en Italie et pour ce faire, l'image de cette pyramide va nous être très pratique. Règle générale, plus on se retrouve au bas, plus les raisins peuvent avoir une origine qui est vaste et moins la réglementation va être sévère. Il y a donc des chances qu'on ait à faire un vin qui n'aura pas beaucoup de typicité parce que le producteur ne sera pas contraint à de hauts standards qualitatifs. C'est là que vont se retrouver ce qu'on appelait autrefois les simples vins de table ou vino da tavola en italien. Et aujourd'hui, on nomme simplement le nom du pays, en l'occurrence vino italiano. Complètement en haut de la pyramide, on va retrouver l'équivalent de nos appellations d'origine contrôlée françaises. Mais en Italie, elles se scindent en deux. Il y a les DOC et les DOCG. La dernière, pour faire court, ça se veut une version encore plus stricte de la dénomination d'origine contrôlée. Puis ça va se jouer, par exemple, sur les temps d'élevage ou encore sur la limitation des rendements, qu'on va encadrer notamment avec un sceau gouvernemental numéroté que vous allez retrouver sur la capsule. Il s'agit là d'un levier pour éviter les contrefaçons qui s'inscrit également dans un effort pour préserver la typicité des vins. Mais en Italie et encore plus en Toscane, tout n'est pas noir ou blanc. Je m'explique. Les appellations d'origine contrôlée sont extrêmement liées à la tradition et ça sous-entend évidemment l'utilisation des cépages indigènes. Or, dans une région viticole aussi prolifique, c'est une question de temps avant que certains producteurs aient envie de sortir de ces traditions, d'expérimenter de nouveaux cépages, mais aussi de nouveaux terroirs. Et c'est aussi ça qui a mené la naissance du concept des super toscans. L'initiateur de ce mouvement, c'est le marquis Mario Ancisa de la Rocchetta, amoureux des vins de Bordeaux et ami avec un certain baron Philippe de Rothschild. En bref, il a planté en Toscane du Cabernet Sauvignon qui provenait du fameux Château Lafite à Pauillac, rien de moins. C'était au départ un projet personnel et plutôt éclectique parce qu'en Toscane, côté cépage à vin rouge, c'est le Sangiovese qui est à l'honneur. On le retrouve à Montalcino, dans le Chianti et dans quelques autres terroirs qui lui offrent les conditions idéales à son épanouissement. Et c'est là que je ressors de ma manche l'influence du relief géographique de l'Italie. Je vous montre cette carte-ci et je vous demande de toujours imaginer ma chaîne de montagnes des Apennins qui traverse la Toscane. Forcément, quand je vais rentrer dans les terres, l'effet de l'altitude que va amener le contrefort des montagnes va venir influencer mon climat. Ça va être plus frais. Sachez d'ailleurs qu'on perd toujours environ 1 degré Celsius à chaque 100 mètres d'altitude par temps sec. Par exemple, dans le Chianti Classico, on va y cultiver la vigne entre 300 et 800 mètres d'altitude et c'est ce qui va nous amener une belle amplitude thermique entre le jour et la nuit, chose qui est très favorable pour les raisins. Tandis que plus je vais me rapprocher de la mer, comme par exemple dans la région de Bolgheri, plus il va faire chaud et je vais aussi profiter de l'effet de tempérance de la Méditerranée. Et là, ça va être trop chaud pour que le Sangiovese s'y développe avec élégance, mais ça va me donner un terroir particulièrement accueillant pour d'autres cépages, notamment ceux qu'on trouve à Bordeaux, comme le Merlot puis le Cabernet Sauvignon. Quand le marquis Mario Ancisa de la Rocchetta a planté son Cabernet Sauvignon, c'était là, dans ce qui n'était pas encore une appellation reconnue, mais qui allait devenir plus tard l'appellation Bolgheri. Mais à l'époque, et là on parle des années 70 pour les premiers millésimes où son vin a été commercialisé de façon officielle, non seulement il était hors des zones d'appellation classique, mais il n'utilisait pas non plus les cépages traditionnels et ne pouvait donc pas revendiquer aucune appellation. Son Sassicaia, qui aujourd'hui n'a plus besoin de présentation, était commercialisé à l'époque sous la mention Vino da Tavola. Mais quand tu es un simple vin de table et que tu reçois les plus grandes reconnaissances au monde, ça vient comme changer le rapport de force, ou plutôt la perception de la hiérarchie des vins, particulièrement ici. Et ce succès du Sassicaia en a inspiré plusieurs autres, dont voici une image qui n'est pas exhaustive. Disons simplement qu'ils ont été les pionniers du mouvement. Aujourd'hui, c'est toujours le même concept. Donc, on sort du carcan traditionnel, on ne lésine pas sur la rigueur et le souci du détail. Et je reviens à ma pyramide. Il aura fallu attendre 1992 pour que soit créée la hiérarchie médiane des IGT, indications géographiques protégées, qui allait allouer un peu plus de précision et de reconnaissance à ces vins-là.
D'ailleurs, certains produits de Castello di Ama ont été élaborés avec cette prise de liberté dans la création de cuvées d'exception, notamment pour le haïku que vous allez déguster ce soir, mais aussi la parita qui sera disponible à l'achat en ligne. J'espère donc que c'est plus clair et juste avant de conclure, on ne peut pas se laisser sans parler de la région du Chianti Classico. Et pour ce faire, ben, je vous remonte ma carte de la Toscane. Donc, vous voyez la zone originale qui se situe entre Florence au nord et Sienne au sud. Ces deux villes-là sont deux villes phares, ont été deux villes phares au Moyen Âge et se sont d'ailleurs longtemps disputées pour savoir laquelle était la plus puissante à l'époque. On s'offre un petit coup d'œil sur Florence, tiens, alors qu'on aperçoit ici la ville, mais surtout la cathédrale Santa Maria del Fior, un chef-d'œuvre d'architecture et un exploit de maçonnerie. C'est en fait la plus grande coupole jamais érigée de la sorte et on a mis longtemps à trouver comment on était arrivé à construire quelque chose aussi gigantesque pour l'époque. Elle a été inaugurée au 15e siècle et on parle d'un dôme de 43 mètres de diamètre. Pour vous donner un comparatif, c'est presque un demi-terrain de football. 70 km plus au sud, en passant par des chemins aussi jolis que celui-ci, parce que c'est beaucoup ça, hein, la Toscane, de la campagne, des collines, des champs d'oliviers et toujours ces belles routes sinueuses bordées de cyprès. Or donc, 70 km plus au sud, il y a la ville de Sienne. Elle a visiblement l'air beaucoup plus petite et perso, j'ai fait le saut quand j'ai vu qu'à l'époque de la Renaissance, elle était plus peuplée que Paris et Londres, c'est pour dire. Et elle aussi abrite sa cathédrale aux murs de marbre blanc typique, magnifié de pierres vertes, rouges et noires. Je me suis permis de vous mettre le logo ici de l'appellation Chianti Classico, qui est représenté par le fameux Gallo Nero, un coq noir. Et possiblement, vous avez déjà entendu parler de la légende entourant ça, qui, en fait, à une époque où Florence et Sienne se disputaient le contrôle de la région, bien, chacun des camps a eu l'idée de faire une course entre deux chevaliers pour délimiter l'étendue de son territoire. Un allait partir de Florence en direction de Sienne et vice-versa. Et comme on était un peu limité côté techno, bien, le départ allait être sonné par le chant du coq à l'aube. Sienne a choisi comme réveil matin un coq blanc, reconnu pour la puissance de son chant, alors que Florence a semé ses espoirs dans un coq noir, mais qu'on a délibérément affamé et qui a fait en sorte qu'il ne s'est pas fait prier pour lancer les premières notes le matin venu. Je vous laisse deviner qui a gagné et je redonne la parole à ma collègue pour la suite du déroulement de la soirée. Merci beaucoup, Julie, pour cette capsule fort instructive. On comprend vraiment mieux comment s'organise la Toscane vinicole. Alors maintenant, nous allons passer à la dégustation du deuxième vin, Castello di Ama Monte Buoni 2018. Alors Lorenza, nous allons vous écouter pour la description du produit et surtout pour le rôle de Castello di Ama dans la région du Chianti Classico. Merci Julie. Moi, je dois remercier pour cette merveilleuse introduction de la Toscane et toute la complexité de l'appellation. Vous voyez, il y a eu la présence de l'IGT qui a été très important. Nous étions à l'époque vraiment avec Tignanello Sassicaia. La Parita était le vin, comment on dit, découvert pour faire connaître une autre face de la Toscane. Mais en même temps, moi, j'aime bien de le rappeler parce que moi, j'étais très jeune à l'époque et la Parita, le premier millésime, c'était les 85. Et donc, tout le monde était passionné de découvrir ce Merlot, mais nous étions fort, comment on dit, heureux et on voulait mettre en valeur le Chianti Classico, la région, le Sangiovese. Et donc, moi, je me rappelle que je disais toujours à Marco, mais tu sais, les gens, ils vont toujours à demander de déguster le Merlot, la Parita, mais finalement, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que nous sommes dans cette très grande région viticole. Et lui, simplement, il était très intelligent pour répondre, mais c'est clair, il faut faire de vin meilleur. Et donc, avec cette idée très claire en nous avons développé toute l'histoire de Castello di Ama comme ambassadeur de Chianti Classico.
Et là, la région est claire. On parle de 7000 hectares de vignobles entre Sienne et Florence. Et là, il y a quand même des vallées, des expositions de vignobles très différents, aussi comme terrain. Mais à Castello-di-Ama, le terrain est très calcaire. C'est un terrain dur, c'est un terrain pauvre. Et les vins, ils ont vraiment démontré qu'ils ont une capacité de vieillissement énorme. Notre premier vignoble de Chianti Classico, sélection de vignobles, les meilleures parcelles de vignobles Bella Vista, c'était le millésime 78. Alors, après 40 ans, nous sommes très fiers de introduire sur le marché une autre Chianti Classico, le vignoble de Montebuoni, et c'est un vignoble qui donne tout de suite une générosité, c'est un vin très, comment on dit, très élégant et en même temps un vin qui est très féminin et lui donne, je pense, une réponse pour tous les gens qui pensent au Chianti Classico comme un vin très austère, ou très sérieux et quelquefois un vin un peu difficile. Et par contre, les grands vins, pour moi, sont jamais difficiles. Les grands vins, ils ouvrent la porte de suite. Alors, moi, je verse un verre de Montebuoni et puis je vais vous raconter une anecdote sur ces vins. Avant de partager avec vous des notes de dégustation, je vais vous raconter que ces vignobles, c'est à côté de Vignoble Bella Vista. Et j'ai eu la chance de l'acheter le 1997. Et c'était juste né mon fils, c'est mon premier fils. Et donc, je suis allée chez les notaires avec mon fils qui avait 3 semaines. Et donc, c'était vraiment une émotion forte de comment presque lui donner, dédier cette vignoble. Et là, Marc aussi a décidé d'introduire pour la première fois une autre variété qui était le Cabernet Franc. Parce que finalement, nous avons acheté le vignoble en 97, mais on a aussi racheté tout et reimplanté à nouveau le vignoble avec les façons de travail, les méthodes des implantations à nous, donc 5000 plants pour hectare, et en choisissant le meilleure exposition pour le Sangiovese. Et tout ça, c'est vraiment une histoire pour nous très récente. Et maintenant, mon fils est près de moi, il est 24 ans, et vraiment pour moi, je me rappelle, il semble hier. Donc, c'est une grande émotion pour moi de déguster ce vin ce soir près de lui. Et alors, on parle du vin quand même, on parle vraiment de la dégustation. Je trouve que c'est un nez de prune, un vin. Il y a aussi un peu de violette qu'on trouve toujours dans les Chianti Classici, toujours dans les Sangiovese. Aussi la rose. Moi, j'aime bien la rose. Je trouve que la rose, le côté floral dans un vin, c'est toujours très, très agréable. Et dans la bouche, il a une attaque très souple, très gentille, très, très ouverte, mais il a quand même une très belle persistance. Donc, après la dégustation, enfin, on peut vraiment apprécier encore tout le côté fruité, mais avec comment dire, aussi on comprend que c'est un vin très jeune qui peut donner et qui peut accueillir une grande complexité avec quelques ans en plus en bouteille. Le 2018, un millésime merveilleux. On est gâtés parce qu'on a une série de millésimes à partir de 2015, 15, 16, 17, 18, 19. Bon, c'est magnifique. On est vraiment, on a de la chance. Ces années 2000 nous ont donné vraiment ceux qui n'ont pas eu dans les
dans les années 90, qui étaient un peu plus difficiles. Il y a quelques millésimes exceptionnels, mais la plupart, c'était un peu plus difficile. Mais à partir de 2010, on a vraiment de grands millésimes. Julie, est-ce que tu as... Oui, alors, je déguste, je vous écoute assidûment et je déguste en même temps que vous. En fait, merci infiniment là, pour toutes ces informations. Et Julie, aux questions, je crois que tu en as reçu de la part des participants. Oui, absolument. Les interrogations se multiplient et je profite de ma tribune pour, je vais vous donner mes impressions sur ce Chianti Classico parce que j'adore vraiment ce style de vin où c'est le fruit qui est mis de l'avant. Et cette cuvée-là, pour moi, révèle un profil très axé. Lorenza, vous parliez de prunes, de notes florales. Moi, de mon côté, j'ai aussi le côté fruits rouges, notamment la framboise, la cerise. Et ça me donne comme l'impression d'avoir du pinot noir qui aurait été vinifié en grappe entière, donc avec la rafle, parce qu'on a vraiment une très belle structure et les tanins sont tout en élégance. J'y perçois aussi des effluves un peu anisés qui, moi, me rappellent un peu la réglisse noire, mais l'équilibre, encore une fois, avec cette belle acidité vivifiante, vraiment, ça fait saliver. Maintenant, une question par rapport à la viticulture biologique. Est-ce que vous avez fait un virage bio pour certains de vos produits? En effet, on a tout la conduite du domaine qui n'est pas certifié biologique, mais qui a de plus toujours une méthode on l'appelle lotta guidata, un conduit qui est guidé pour la, comment dire, par exemple, la confusion sexuelle qui arrive dans les vignobles. Ça, c'est spécial, c'est quelque chose. Il y a la possibilité de mettre de petites trappes dans les vignobles, comme ça, on a comment dire, on envoie des odeurs, des odeurs presque des hormones. C'est pas des hormones, je ne sais pas les mots en français, mais quand même qui fait que les insectes, ils ne peuvent pas se rencontrer. Il y a une lutte parce que le côté féminin et la côté, comment dire, l'espèce féminin et masculin, ils vont allontrer, ils vont échapper l'une de l'autre. Et sur les vignobles, sur tous les vignobles, on est toujours en train de faire de plus en plus ces voies qui est une voie guidée pour faire zéro d'utilisation de produits chimiques. C'est pas tout à fait encore zéro parce qu'il y a quand même deux façons de la croissance de la vie de la viticulture qui sont très importants, qui sont dès que la vigne pousse, il y a un moment fragile pour la vigne et il faut la protéger. Il y a pas comment dire, chez nous, on a préféré pas d'utiliser que de le soufre parce que là, on va l'utiliser trop. On sait déjà qu'on a comment dire, le protocole de biodynamique, les protocoles biologiques, ils donnent trop de matière sulfureuse. Ça c'est pas ça bien et on sait bien que maintenant il faut avoir des choix qui sont vraiment je peux dire responsables. Et donc chez nous, dès que j'avais dit tout à l'heure, nous avons une altitude qui nous vraiment protège beaucoup sur plusieurs aspects. On fait des pas sérieux pour une conduite la plus respectueuse possible. D'accord. Donc, sans avoir nécessairement de certification, mais vous adhérez complètement à cette philosophie. Oui, parce qu'on a des critiques à faire sur comment on dit, sur certaines certifications qui sont importantes, je comprends, pour la grande industrie, mais qui sur les vignerons, chacun
est capable de faire le mieux pour ce vignoble. Et dès que nous avons le privilège de travailler que dans une petite zone très vouée, avec un climat qui nous permet, mais il faut dire, par exemple, moi je me rappelle bien, le 2002 était une année qui a plu, nous avons eu une année difficile et pendant le millésime, il a plu et nous avons choisi de faire presque un tiers de la production. Ça, c'était le 2002. Mais en 2012, la qualité que nous avons produite à cause de la pluie et à cause de la mauvais climat était comme si faible que nous avons décidé de ne pas faire la mise en bouteille de toutes les millésimes 2012. Donc, on prend des risques, on est sérieux sur ce qu'on peut, comment dire, perdre, mais en même temps, on est aussi fiers de dire, nous avons les mains libres, on fait ce qui nous croyons c'est mieux pour nos vignobles et on accepte de mettre, comment dire, on a fait, honnêtement, moi je suis pas très capable de le répéter, mais on a fait un protocole à l'intérieur, un protocole qu'on juge chez nous ce qui est mieux pour nos vignobles. D'accord, parfait, merci. On a une personne qui mentionne qu'il attend avec impatience votre huile d'olive 2020 que Moreno, votre agent, vous a commandée. Quelle importance accordez-vous à la production d'huile d'olive et depuis quand vous vous y adonnez? Alors, d'abord, je sais que Moreno, c'est la personne qui connaît plus la grande qualité de tous les produits italiens. Et je pense que lui, il faut dire, c'est l'ambassadeur de tout le mieux de l'Italie. Quand on parle d'huile d'olive, qu'on parle de vin, soit clair, mais tout le monde sait que le meilleur prosciutto, le meilleur café, le meilleur grappa, tout ce qui passe de la grande qualité, dans l'exception, depuis 40 ans, 50 ans presque, Moreno, il connaît tous. L'huile d'olive, c'est quelque chose pour moi d'exceptionnel. Chaque région en Italie, finalement, a de grands produits. Et je sais bien, il y a le lac de Garde, il y a la Sicile, il y a l'Ombrie, mais la Toscane, quand même, c'est une des meilleures régions de production. Nous sommes fiers de dire qu'à Castello di Ama, il y a eu toujours une huile d'olive exceptionnelle. Peut-être parce que l'altitude, c'est comme si important, parce que aussi pour nos pratiques, nous faisons la récolte à la main, comme nous faisons la récolte à la main de tous les vignobles. Mais pour l'huile, c'est vraiment très spécial. La récolte à la main, ça veut dire que pour faire la récolte d'un arbre, il prend entre 1h30, 2 heures. Donc, ça vraiment coûte très cher. C'est la récolte pour un arbre qui donne moins qu'1 kilo d'huile d'olive. Donc, c'est un produit exceptionnel pour le faible rendement, mais aussi pour la qualité. Et chez nous, on a 40 hectares d'oliviers, donc on a presque 8000 plantes. Mais la production totale, c'est, comme je disais, moins qu'un kilo d'huile, qu'un litre d'huile pour plante. Donc, on arrive à faire 6-7 000 litres d'huile. Et il faut le déguster pour comprendre que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Vous nous donnez envie, assurément. Et on espère que Moreno est à l'écoute parce que vous avez eu de très bons mots à son égard. Et merci pour ce complément d'information sur vraiment ce qui est de l'or liquide. Je vais enchaîner avec une autre question. Attendez. Quelqu'un aimerait savoir ce que vous pensez de l'actuelle hiérarchie que propose l'appellation Chianti Classico. Est-ce qu'à terme, vous souhaiteriez voir apparaître des précisions géographiques, par exemple des mentions village, comme on le voit en Bourgogne? Et oui, ça, c'est une question très actuelle. Merci pour prendre le sujet, parce que, alors, il faut dire que Marco Parlanti était président du consortium de Chianti Classico pour 6 ans. Et c'est grâce à son travail avec Giuseppe Liberatore, ils ont
donné vraiment cette importante augmentation, je peux dire, de la compréhension de l'appellation de Chianti Classico avec la définition de grande sélection. Pour moi, grande sélection est très important parce que il donne clairement un message de raisins qui sont produits exclusivement au domaine. Pour Castello di Ama, c'est clair, nous fait que la production de nos vins, de nos vignobles, point à la ligne. Mais pour la plusieurs part de producteurs, il arrive qu'il y a une partie de produits qui est acheté, une partie de produits qui est fait dans les vignobles de propriété. Dans les vignobles de propriété, ça veut dire un travail plus soigné, plus comment on dit, à la recherche de meilleure qualité. Donc, la grande sélection, pour moi, c'est un message. Et j'apprécie que maintenant, dans le consortium, ils pensent de mettre le nombre de villages. Mais c'est clair que le nombre de villages, c'est quelque chose qu'il faut mettre sur toute la production de Chianti Classico, pas seulement sur la grande sélection. Donc, pour moi, être à Gaiola in Chianti, c'est très important parce que c'est donner plus d'informations où est-ce qu'il est mon propriété, où est-ce qu'ils ont nos vignobles. J'espère qu'il aura la possibilité de donner ce nombre de communes clair, mais pas avec une ultérieure confusion. Il faut être seulement clair que dès que je produis à Gaiola in Chianti, je vais écrire dans mes vins qu'ils sont nés à Gaiola in Chianti, comme il arrive, comme vous avez dit, en Bourgogne, dans tous les villages. Mm-hmm. Super, merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait pour les questions, mais nous allons à présent titiller non pas vos papilles, mais vos pupilles par le biais de cette vidéo sur l'introduction du projet d'art contemporain. Lorenza, tout à l'heure, vous y avez fait allusion, vous avez parlé de votre intérêt pour l'art et en lien avec la vidéo qu'on vient tout juste de regarder. Et avant de passer à la prochaine dégustation, j'aimerais que vous nous expliquiez la raison d'être de cette rencontre avec l'art. Bien, ça, c'est vraiment le second grand amour de ma vie, mais vous savez, vivre en Toscane et vivre à côté de cette grande richesse de Renaissance et plus de la peinture de Moyen Âge, mais a toujours inspiré un peu une liaison avec l'art, mais je reconnais qu'il faut vivre l'art contemporain parce que c'est l'art d'aujourd'hui. Et donc, j'ai commencé au début des années 80 à faire des exhibitions temporaines. J'ai voulu rencontrer des artistes. J'ai eu la chance appeler une curateur pour m'aider pour faire ce type de rendez-vous à Ama pendant l'été. L'été est très beau. Et à l'époque, c'était un grand plaisir de voyager, de promener dans un village ou un autre. Et donc, je voulais accueillir les amis, les gens, le client, à apprécier l'art dans les deux villas, les deux maisons que nous avons. Mais après, ça, c'était un peu les premiers pas. Mais après, on a eu la chance de rencontrer de grands artistes. Et là, les rencontres avec Michelangelo Pistoletto étaient un peu le premier pas pour un projet différent. Donc, avoir l'art, vivre avec l'art,
mais avec un projet in situ. Donc, un projet qui était pensé et développé et inspiré par Castello di Ama. Et le premier projet était de Michelangelo Pistoletto, c'était dans les chais. Et je me rappelle bien que Marco avait toujours fort en lui cette appréciation de vivre avec cette nouveau art, installation d'art. À lui avait changé aussi comment on dit, la capacité de faire le vin. Et après, nous avons eu la chance d'avoir de grands artistes. On a maintenant 16 installations d'art contemporain. On a eu peut-être, ça c'était le privilège d'être dans un lieu comme si spécial. On a eu la possibilité d'inviter des grands artistes du monde, de Anish Kapoor, Daniel Buren. On a rencontré Louise Bourgeois chez elle. On a des projets qui sont vraiment exceptionnels, mais chacun est fruit d'une grande générosité de leur rencontre. Et nous offre à les artistes vraiment un lieu qui devient un peu comment dire, consacré à lui. Et en même temps, il comprend que Castello di Ama, c'est aussi un lieu, il comprend. Et je pense qu'il sent fort dans ce cœur que Castello di Ama est un lieu spécial. Et donc, pour moi, ça, c'est vraiment de laisser une trace d'aujourd'hui, comme pour le vin, non? Parce que quand on déguste un vin qui a 50 ans, on imagine les gens qui ont travaillé pour produire ces vins. Et on est plus voisins à les différentes époques. Et l'art, c'est le même. On sent vraiment là, la passion pour l'art chez vous, Lorenza. C'est vraiment intéressant. Et si vous le voulez bien, on va passer à la dégustation du 3e vin, le Haïku 2010, que j'ai ici au thé. Et est-ce que vous pouvez le vin et nous qu'il a particulier? Ah oui, ça c'est un peu d'inspiration il y a avec le monde de l'art, parce que l'étiquette, c'est aussi inspiré à le travail de Daniel Buren, à ces magnifiques murs que peut-être vous avez vu dans la première image. Ça c'est comment on dit, c'était le premier vin qui est sorti du vignoble de Montebuoni. Comme j'ai dit, ça c'est un vignoble que nous avons acheté en 97. Et là, dans ce vignoble, on a implanté pour la première fois du Cabernet Franc. Et grâce à ce Cabernet Franc, Marco a eu l'inspiration de faire un vin à 3 cépages, Sangiovese, Cabernet Franc et Merlot. Mais c'était un vin qui était pas, le Sangiovese, la quantité, c'était 50%, donc il ne pouvait pas être un Chianti Classico. Et donc, on a préféré pas lui nominer avec le nom de vignoble, parce que les noms de vignobles sont toujours réservés au Chianti Classico. Et chez nous, tous les vins de Vigneto Bellavista, Vigneto La Casuccia, San Lorenzo, Montebuoni sont toujours de noms de lieux-dits, de vignobles qui depuis toujours s'appellent, depuis 300 ans, s'appellent avec ces noms. Et donc, pour ce vin-là, on a essayé de trouver un nom de fantaisie. Et chez nous, à Ama, on a beaucoup de passion, mais pas assez de fantaisie. Et donc, moi, j'étais perdue. J'ai dit, oh, qu'est-ce qu'on va faire? Et j'ai dit, Marco, mais peut-être on va l'appeler avec ton nom, parce que finalement, c'est toi, tu es l'homme du vin, tu peux bien signer un vin, comme plusieurs producteurs ils font. Et enfin, j'ai reçu ce petit livre d'un ami qui était une récolte de haïkus. Et je ne savais pas, la chose qui m'a frappée, c'était que chaque haïku, il doit amener, comme on dit, dans cette petite, dans cette 17e syllabe, dans ces 3 lignes, il doit amener un message de la relation entre l'homme, la nature et la saison. Et donc, je dis, ben, ça, c'est le vin, parce que c'est nous qui bien ou mal, on travaille dans une vignoble,
et qu'il faut respecter chaque vendange pour la beauté, pour ce qu'il nous offre de spécial. Et donc, on a aimé cette nom d'Haïku et on a fait un vin qui est un peu, je peux dire, une porte ouverte. Une porte ouverte, je dis, de Chianti Classico à la Toscane. Et à l'époque, je me rappelais qu'il y avait plusieurs collègues qui étaient partis à investir sur la côte de la Toscane, au Maremma, et aussi dans le sud. Et donc, je dis, mais finalement, ça, c'est notre, c'est les vins plus comment on dit, dans une région plus inconnue. Et c'était pas la région, parce que finalement, c'est nos vignobles, mais c'est l'esprit de ce vin qui était nouveau. Et le vin a eu beaucoup de succès. On est vraiment très contents. Et j'ai choisi pour cette soirée spéciale le 2010, qui était ce millésime exceptionnel. Et nous avons aussi encore comment on dit, le grand succès qu'on a eu avec le premier sortie de San Lorenzo avec le Grande Selezione qui était sorti premier comme vin italien sur la Wine Spectator Top 100. Et donc 2010, je trouve que maintenant, je vais aller déguster avec vous. Et je trouve maintenant, il nous amène un peu dans une situation idéale pour apprécier des grands vins rouges. Parce qu'il faut dire que les grands vins rouges, ils ont besoin aussi d'affinement. Et là, je trouve, oui, j'aime bien. Je ne l'ai pas dégusté avant. J'ai préféré dire, non, je vais le déguster en présence. Parce en même temps. J'aime bien les émotions quand on ouvre une bouteille. Oui. Ça, je trouve qu'il y a, comme je dis, il y a un côté, peut-être aussi, il est un peu plus, le millésime, maintenant, il s'ouvre et il y a cette, il commence à avoir des arômes un peu tertiaires, mais sont bien de cuir, de licorice. Rhubarbe, on dit le même, rhubarbe. Oui, je trouve qu'il y a bien. Et j'adore aussi qu'il y a toujours cette côté fruits mûrs cerises noires. Et la souplesse qu'il y a en bouche, ça arrive forcément aussi de la présence du Merlot et du Cabernet Franc. On sort un peu du domaine du Sangiovese tout court, on prend plus de souplesse et un peu plus, comment dire, de velours. Ça arrive avec ces grands cépages qui sont avec des tanins un peu plus charnus, un peu plus riches, un peu plus rondes. Et je trouve que maintenant, c'est vraiment dans un moment de perfection. Pour moi, ça, j'aime bien les vins rouges, mais il faut l'apprécier aussi avec 10 ans minimum, parce qu'ils nous donnent, ils deviennent des hommes adultes. Sinon, on est toujours au mois de fils jeunes. On est encore adolescents. Merci pour cette description très intéressante. On est maintenant rendu à une autre période de questions. Oui, Julie, on a encore quelques questions et définitivement, la signature de vos vins, Lorenza, tourne vraiment autour de la finesse et de l'élégance. Et c'est vraiment un privilège de pouvoir déguster la cuvée Haïku avec quelques années d'évolution derrière, non pas la cravate, comme on dit par chez nous, mais derrière l'étiquette. Pour moi, ce vin-là est actuellement tellement dans la zone, donc encore avec un fruité marqué, mais plus mûr, comme vous disiez, et surtout à cheval sur justement les arômes plus tertiaires. Vous avez évoqué le cuir, Gilles Sous-Bois aussi. Donc, la masse tannique est encore bien dodue, bien juteuse. Là, on est loin des vins qui sont passés avec des tanins asséchants ou qui auraient mal évolué. Donc, pour moi, on dirait réellement la rencontre ultime du Chianti avec un grand cru de Saint-Émilion. Pour moi, c'est une cuvée que je trouve tout à fait réussie.
Alors, j'y vais avec les questions. Donc, on a une personne qui aimerait connaître le potentiel de garde optimal. Donc, on parlait de zone d'âge aussi, mais quel serait le potentiel optimal pour le haïku 2010, selon vous? Ben, à l'instant, je trouve qu'il est très généreux et moi, c'est aussi un peu question de goût. Pour moi, c'est très important de voir un vin qui a toujours un futur en face. Je n'aime pas le vin quand il commence à descendre. Pour moi, c'est toujours, il faut voir la lumière en face. Donc, Très bien dit. je crois peut-être 4, 5 ans encore, je ne sais pas, je ne sais pas. Le premier millésime de haïku, c'était le 2009. Donc, j'ai pas l'expérience pour dire quelque chose en plus. Il faut attendre. On va demander à Arturo dans 10 ans ça qui arrive. Mais pour moi, l'expérience sur les Chianti Classico est vraiment, il peut vieillir bien. On déguste les années 80, 85, 86, 88. Ils sont bien, ils sont bien. Et ils vieillissent vraiment très bien avec toujours un fruit présent. Et ce sont des vins de structure, mais ils ont des tanins rondes. Moi, j'ai bu le 88, c'est pas longtemps. J'ai adoré le vin. Super, merci. On a des gens qui nous ont demandé les coordonnées de votre agent Moreno. Là, je pense qu'on aimerait se procurer votre huile d'olive. Je le mentionne comme ça, si les gens veulent le chercher. Bon, c'est l'Enoteca di Moreno di Marchi. Alors, vous pouvez sûrement trouver les coordonnées sur Internet. Et Moreno, je ne sais pas si vous êtes à l'écoute, mais je crois que vous allez vous faire plusieurs nouveaux amis. Une autre question, on aimerait avoir votre vision pour peut-être les 5 prochaines années. C'était un peu générique comme question. Je vous dirais peut-être pour Castello di Ama ou peut-être la filière viticole autour de vous en général. Ben, je suis très positif parce que, en effet, ce qui a passé dans cette année, et je crois que c'était une promotion exceptionnelle pour le grand vin parce que boire un vin à la maison, boire un vin avec, comment on dit, la calme et la tranquillité et choisir d'avoir un vin comme une, comment on dit, pas seulement une référence, mais avec une, comment on dit, une rencontre. Écouter un vin, donner-lui importance, apprécier-le aujourd'hui et peut-être demain. Ça donne comment on dit, de grand espoir pour le grand vin de vignerons. Et le vin ne sont pas des boissons. Le vin sont quelque chose de très vif, de très sérieux, mais en même temps de très généreux. Mais il faut l'écouter. C'est une opéra aperta, non? On ouvre ouverte. Donc, pour moi, l'attention qu'on a reçue dans ces dernières années, honnêtement, nous, vignerons, on était contents parce qu'on a continué à vendre nos vins parce que les gens, ils trouvaient que les vins, c'était les grands moments comment on dit, de plaisir qu'il avait pendant des journées difficiles, de mois difficiles. Et donc, je pense qu'on va amener ça dans notre vie future avec peut-être il faut boire moins, mais toujours mieux. Ça, je crois, soit un peu le message qu'on amène avec nous. C'est comme les rencontres. Peut-être on comprend que la qualité des émotions arrive avec des rencontres importantes et on n'est pas prêt à avoir la vitesse qu'on avait avant. Vraiment, c'est vraiment adorable le parallèle que vous faites avec la qualité du vin et la fréquence, mais on le vit aussi, la difficulté avec les rencontres présentement, mais favoriser les belles rencontres, les rencontres qualitatives. Donc, je pense que c'est un beau parallèle qu'on pouvait faire et merci pour tout ça. Je dois redonner la parole à ma collègue Julie pour la suite de la soirée. Alors, à toi, Julie. Oui, parfait, merci, merci ma collègue. En fait, maintenant, Lorenza, il y a certains participants qui se sont procurés un des 3 vins suivants, soit le Purple Rose 2020,
le Haïku 2017 ou l'Aparita 2017. Est-ce que vous pouvez nous décrire brièvement chacun d'entre eux, s'il vous plaît? Alors, oui, je suis très contente qu'on a la possibilité maintenant dans les magasins de SQ avoir une présence aussi de ce millésime 2007 qui est vraiment exceptionnel. Et nous avons presque tout vendu, mais l'Aparita et Haïku 2017 sont vraiment de vins exceptionnels. Je prends le 2017 Haïku, je crois qu'il faut vraiment profiter de l'acheter maintenant, mais lui donner quelques moments dans la bouteille encore. Donc, je crois qu'un vin qui donnera le même plaisir, peut-être plus que le 2010, parce que pour Marco, ça c'est le meilleur millésime de Haïku qu'il a fait jusqu'à maintenant. Donc, je crois qu'on peut se confier, donner confiance au lénologue. Et pour l'Aparita, je peux dire que l'Aparita, vous savez, c'est le Merlot, l'Aparita, c'est 100% Merlot, c'est le vin un peu icône qu'on a parlé tout avant. Et la production totale, c'est 8000 bouteilles. Donc, c'est vraiment une rarité. Et je pense que c'est un vin qu'il faut découvrir, il faut apprécier, mais il faut le vieillir. Parce que le grand Aparita, l'année dernière, on a fait une dégustation des premiers 30 ans de l'Aparita. Et les années 80 commencent maintenant à développer ces complexités importantes. Mais les premiers 10 ans, il est toujours tout fruit, bien concentré, très élégant. Et c'est une Merlot, mais c'est vraiment une expression la plus haute de terrain, de terroir de Castello-di-Ama. Et je laisse comme dernier mon préféré, mon joyeux. Alors ça, il faut boire une bouteille de rosé par jour. Ça, Pape Rose, c'est quelque chose qu'on peut pas. Ça, c'est pour moi, pendant la pandémie, ça, c'était vraiment la seule médecine que j'ai eu pour presque un an. Et c'est un grand vin, hein. C'est pas tout à fait une rosée pour apéritif. Il a plein de corps, plein de fruits, mais grande finesse, mais aussi grand caractère. Et c'est quelque chose que j'adore, donc je partage avec tous les amis, tous les jours. C'est un vin qui nous fait plaisir et fait plaisir à nos amis. Merci beaucoup, Lorenza, pour ce supplément d'informations sur ces 3 vins. Je tiens à mentionner aux participants qu'il en reste dans SF.com. Donc, si vous voulez vous en procurer, vous pouvez y aller dès maintenant. Et Julie, je crois que tu as quelques commentaires pour Lorenza. Oui, ben absolument. En fait, il y a d'abord une personne qui tient à lancer des fleurs à Lorenza, non pas seulement pour la qualité de ses vins, mais aussi pour la qualité de l'élocution de votre français. Alors, je tenais à vous le mentionner. Et pour parler un peu du rosé, ben j'ai eu la chance d'y goûter il y a quelques heures à peine et je suis vraiment obligée de dire que c'est un rosé d'une puissance impressionnante. On ne s'attendait pas à ça. On est vraiment dans un rosé de repas puisque c'est un rosé qui est assez charpenté et complexe. Je vous dirais, n'hésitez pas à vous en procurer. L'été s'en vient et ça va fort bien accompagner une délicieuse côte de porc sur le barbecue. On dirait que j'ai pas soupé encore et que je commence à avoir faim. Mais j'aurais aussi un commentaire à faire sur la cuvée Aparita. D'abord, pour signaler que c'est la première cuvée 100% Merlot à avoir été élaborée dans la région et ça, c'est avant le Massetto de la Tinta dell'Ornellaia. Et petite anecdote, lors du jugement de Paris de 92, vous pourrez confirmer, Lorenza, ben, l'Aparita 87 a battu ni plus ni moins que les châteaux Pétrus et Le Pin dans ce fameux concours de dégustation à l'aveugle. Alors voilà, c'est dit, sans dit long sur la trempe de cette cuvée qui est encore actuellement disponible en ligne. Je vais ajouter, Julie, vraiment, oui, allez-y, je vous en prie.
Non, c'est incroyable parce que on a fait une comparaison comment on dit, de reviews ils ont reçu et je crois que c'est presque le vin toscan qui a reçu le plus de grands reviews parce que depuis toujours, il a gagné plus que 95, 96. L'année dernière, 100 points de Galloni, de James Sackley, de Bruce. Et c'est un vin qui, pour moi, ça veut dire qu'un peu, on a la possibilité de faire quelque chose d'exceptionnel grâce à la nature. Parce que vraiment, c'est le Merlot qui a épousé le terroir de Castello di Ama et qui donne un vin unique. On peut mettre dans une dégustation à l'aveugle. Et oui, je me rappelle bien la dégustation à Zurich, à l'Académie du vin, quand on a gagné. Mais vous savez, dès qu'on a dégusté la Parite une fois, on va le reconnaître toujours parce que c'est unique. C'est pas un Merlot de la Toscane, c'est pas un Merlot du Pomerol, c'est pas un Merlot de la Californie, c'est vraiment la Parita. Et je trouve que la personnalité et, comment on dit, la grande finesse de ce vin me fait dire finalement c'est un grand cru d'Ama. Et donc, pour eux qui aiment un peu le style de nos vins, c'est un vin qu'il faut découvrir parce que c'est vraiment un morceau important de notre histoire. D'accord, merci. C'est très intéressant. Vous étiez humble, hein, là. Maintenant, l'information sort un peu plus, ça donne encore plus le goût de se procurer. On a une personne qui aimerait savoir si vous avez une idole dans le monde du vin, quelqu'un que vous admirez particulièrement. Ah oui, plusieurs. Mais sûrement, j'ai eu le grand plaisir de connaître, de rencontrer plusieurs fois Paul Pontalier. Et je trouve que c'était une icône de style, d'élégance, de gentillesse. Et le grand vin de Château-Margaux, pour moi, a été mon découverte dans le monde du vin. Donc, je lui donne vraiment un salut. Je sais qu'il est dans une autre hémisphère, oui. mais je crois que boire Château-Margaux, c'est une expérience unique. Et grâce à lui, on a eu le plaisir vraiment de rencontrer un homme de vigne exceptionnel. Et puis, il y a plusieurs collègues que j'adore et que je nomme toujours, finalement, les Italiennes d'Alto Adige jusqu'à la Sicile. Et nous sommes riches parce qu'il y a plein de grands vignerons. Et donc, je trouve que l'Italie, et c'est bien qu'on continue comme ça. C'est tout le métier sont faits avec la passion que nous faisons le vin. Je pense que le monde serait un monde meilleur. Je partage tout à fait ce que vous venez de nous dire. Lorenza, pour moi, je n'ai plus de questions et je vais redonner la parole à Julie pour peut-être la conclusion de la soirée. Et oui, nous voici maintenant rendus à la conclusion de cette dégustation virtuelle. Lorenza, merci 1 million de fois pour votre présence, votre générosité, votre passion. En mon nom, au nom des participants, merci. Je suis certaine que tout le monde a passé une superbe soirée. Ça a été un plaisir de partager ces moments-là avec vous. Aux participants à la maison, merci d'avoir été là avec nous. Et Lorenza, je vous laisse la parole pour le mot de la fin. Je vous remercie tout le monde, Julie et toute l'équipe de SAQ. Vous avez organisé cette rencontre pour moi dans mon cœur et restera une émotion unique dans une année spéciale. Mais je peux dire que moi, j'ai visité Montréal plusieurs fois. J'ai beaucoup d'amis là-bas. Moreno, c'est une grande ambassadeur de vin de Castello di Ama depuis toujours. Et grâce à lui et grâce à le travail de toute l'équipe de SAQ,
moi, j'ai fait des rencontres personnellement, de grandes soirées, et je me rappelais à la TOC et plusieurs restaurants. Et je sens que vous aimez les vins. Et toutes les fois que je viens chez vous et que je déguste les vins avec vous, j'ai l'impression que quand même, vous comprenez notre travail et appréciez notre travail. Et donc, je cherche de le faire mieux et mieux. Et donc, c'est même vraiment grâce à vous qu'on peut être on peut être sérieux dans notre recherche. Et donc, ça, c'est spécial. Merci pour cette soirée. J'espère que vous êtes apprécié un peu les vins en distance, mais pour moi, j'espère de venir vous visiter tôt. Et j'espère aussi de vous accueillir à Castello di Ama dès que vous pourrez bien voyager encore en Europe. On vous attend de tout le monde.